Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline Agneau et bienvenue sur ma chaîne. Toutes les semaines, je vais à la rencontre d'invités remarquables, des invités qui m'inspirent, des invités qui, je l'espère, vont vous aider dans vos propres cheminements personnels. Et c'est le cas aujourd'hui avec Alessandra Sublet. Alors, vous la connaissez certainement parce qu'elle a été animatrice pendant des années à la télévision française, sur certaines chaînes prestigieuses, certaines émissions que vous avez très certainement regardées. Mais au final, ce qui a fait que j'ai invité Alessandra, c'est pas tellement ça. C'est plutôt en fait ses réflexions sur la vie. À 47 ans, j'ai été bluffée honnêtement par le recul d'Alessandra sur le fait d'être maman, sur le fait de prendre des grandes décisions, sur le féminisme, sur la foi. Bref, on est parti un peu dans tous les sens et vraiment s'il y a un mot d'ordre à garder de cette interview, c'est full transparence. Je trouve qu'Alessandra a le cœur sur la main, qu'elle nous a livré mais vraiment toutes ses émotions, toutes ses réflexions avec une extrême sincérité. Vous allez voir, elle n'a pas sa langue dans sa poche et ça, j'adore. J'espère de tout cœur que ça sera le cas pour vous aussi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et puis aussi, franchement, dites-le à Alessandra. Elle est sur Instagram notamment. Alors, elle n'est pas ultra présente sur les réseaux, mais je suis sûre qu'elle sera touchée parce qu'en fait, tout son objectif, c'est vraiment de transmettre ses idées, ses réflexions. Donc, si ça vous touche, eh ben, dites-le lui. Ça lui fera le plus grand plaisir. Et je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Alessandra Sublet. Bonjour Alessandra. Bonjour Pauline. Écoute, je suis enchantée. Alors tu vois, depuis qu'on discute depuis 10 minutes, tu as complètement chamboulé l'ordre de mes questions. J'avais envie de mettre play. Je me dis, mais arrête de parler, faut que je mette play. Donc, on va commencer par quelque chose que tu viens de dire à l'instant. J'adore l'âge que j'ai. Ouais. J'adore cette phrase. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Est-ce que tu peux nous en parler ? À l'heure où on se parle, j'ai 47 ans et je ne me suis jamais aussi sentie bien qu'à l'âge que j'ai. Et je te disais juste à l'instant, c'est vrai, pour rien au monde, je repartirais en arrière. Pour deux raisons. Je pense qu'on met beaucoup de temps à se trouver dans la vie. Il y a des âges particulièrement difficiles. Le corner là, d'une vingtaine d'années, il n'est pas possible. C'est les 20 ans Mais parce que je trouve qu'on te demande très tôt de savoir ce que tu veux faire dans la vie. Et ça démarre presque en troisième ou en seconde, où tu commences à prendre une espèce de pression sociétale, comme si toi, tu avais une baguette magique et que tu savais déjà en quoi tu voulais te transformer. Ça, je trouve ça difficile pour la plupart des jeunes. Et le deuxième corner, c'est la trentaine d'années, quand tu ne sais pas si tu as encore rencontré le bon gars ou pas, et que tu as une espèce d'horloge biologique qui, je crois, n'est pas interne. Je crois qu'elle est aussi sociétale. Et que tu as le sentiment qu'il faut vite rentrer dans le moule. Alors heureusement, on est en train d'évoluer et c'est super. Pour faire des enfants, avoir ton labrador dans ta voiture et faire des balades dans une poussette qui se replie jamais au parc. Donc en fait, je suis heureuse de m'être débarrassée de tout ça quelque part et de pouvoir, je crois, vivre pleinement et en pleine conscience la vie que je vis. Tu vois, ce mot pleine conscience, tu m'en aurais parlé il y a quelques années, je t'aurais dit mais de quoi tu me parles, on s'en fout. Reste chez toi avec Bouddha, tu vois. Et aujourd'hui, chaque pas que je fais dans ma vie, je le fais au présent, les pieds bien ancrés au sol. Je sais à peu près où je vais, mais en pleine conscience. C'est-à-dire que je suis consciente de tout ce que j'ai vécu et je me sens particulièrement bien. Donc oui, je vénère ma quarantaine. Tu te rappelles de comment est-ce que tu as commencé à rentrer dans cette phase ou quand tu es rentrée dans cette phase de bien-être, en fait, d'acceptation ? Ouais, quand j'ai commencé à assumer mes choix, qui étaient des choix pour la plupart assez difficiles à vivre. Je parle notamment du divorce que j'ai eu avec le père de mes enfants il y a 5 ans, parce que tu chamboules beaucoup de choses. Toi, tu as la certitude que tu fais bien les choses, mais encore une fois, la société te renvoie une image de « bouh, c'est pas bien ». Oui, puis je te le dis avec des mots d'enfant. Public en plus, quoi. Oui, alors il y a effectivement le côté public, mais pour avoir parlé à des hommes et des femmes qui ont vécu cela aussi, et surtout un divorce avec des enfants,
tu as vraiment ce sentiment d'être le vilain petit canard un petit peu. Et encore une fois, même si la société évolue, même si les choses se banalisent, un divorce aux yeux de la société, ça paraît banal, mais ça reste traumatisant quand tu le vis. Parce qu'il y a plein de choses à régler, parce que c'est compliqué, parce que trouver les mots justes face à tes enfants, c'est jamais simple, parce que tu as l'impression d'un grand vide derrière et qu'il faut sauter en haut de la falaise à un moment donné. Il faut sauter, c'est la seule façon de savoir si tu as fait le bon choix. Donc, comme j'ai sauté pas mal de falaises dans ma vie et que je me suis souvent plantée aussi, je me dis, oui, effectivement, il y a eu des moments de doute et je crois, et on en parlait aussi toutes les deux, que ce sont ces moments de doute qui ont commencé à me construire. Et il y a, j'ai 47 ans, je te dis, autour de 40 ans, là, j'ai commencé à me dire, attends, qu'est-ce que tu veux vraiment faire de ta vie ? À 40 ans, donc c'est... 40 ans. Ouais, après, peut-être que ce sera tard pour certains et tôt pour d'autres, mais d'abord, il n'est jamais trop tard, ça, j'en suis convaincue. Mais c'était le bon moment pour moi. Chacun a son horloge, tu vois. C'est pas universel, bien ça sûr. Non plus. Il y a des gens qui sont déjà en pleine conscience à 30 ans. Moi, je l'étais pas, mais encore une fois, c'est pas le chemin du voisin qui m'intéresse, c'est le mien. C'est très dur, ça. C'est clair. Et ça, cette période de questionnement, en fait, un peu existentiel quand même, sur qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, qui tu es. Enfin, en plus, on est tellement, le job est tellement identitaire maintenant, enfin, c'est difficile. Ça a été plutôt une période de renouveau pour toi. Il y a des personnes qui le vivent hyper bien, qui se disent le champ des possibles s'ouvre à moi, j'adore, et qui vraiment en tirent de l'énergie. Et puis à l'inverse, il y a des personnes qui sont du coup dans le doute, comme on en parlait, et qui le vivent hyper mal. T'étais dans un ou l'autre des cas de figure ? Moi, je vois ça un peu comme les montagnes russes. Il y a des jours où tu te réveilles et où tu te dis c'est formidable, la vie s'ouvre à moi et finalement, contrairement au génie d'Aladin, j'ai pas que 3 vœux, mais l'univers m'en offre plein, tu vois. Il est con, le génie, en fait. et puis, il y a des jours où tu te réveilles et tu te dis le vide est abyssal, comment je vais faire ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et tu as peur. Et en fait, c'est cette peur qu'il faut apprivoiser. Parce que c'est cette peur qui doit être constructive et qui ne doit pas t'enfermer. Je pense pas être différente des autres. Et je mets vraiment les hommes et les femmes dans le même panier. On vit tous ces moments-là. Et d'ailleurs, c'est d'être dans le déni total que de ne pas se l'avouer. Moi, j'ai pas de problème du tout à en parler, mais les jours où le vide abyssal est là, c'est dur. Ouais. Parce que tu te dis, attends, qu'est-ce que je viens de prendre comme décision ? Mais comment je vais faire ? Et puis, c'est vrai, tu te bouges, tu te dis, allez, c'est pas grave, je vais aller faire un peu de sport, ça va me vider la tête, ça te fait du bien 1 heure, et puis après, tu reviens à tes interrogations. Mais ces doutes-là, cette peur-là, doit se transformer en positif. C'est à partir du moment où tu comprends que tu peux sauter ces obstacles-là et que c'est ça qui te fait avancer que la lumière apparaît quelque part, quoi. Tu peux rester bloqué toute ta vie, hein. Tu sais, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient « Oui, mais toi, tu as un tempérament de fonceuse. » Oui, c'est vrai, mais j'ai un tempérament de fonceuse. Pour autant, pour autant j'ai peur et j'ai des doutes souvent. Et je me dis, de toute façon, la seule façon de savoir si j'ai raison, bah vas-y, c'est de sauter, c'est d'avancer. Tu n'y arrives pas sinon, c'est pas possible. Donc, soit tu prends le parti de rester dans ton petit confort, mais viens pas te plaindre des années après, parce qu'en fait, il n'y a que toi qui es maître de ta vie. Soit tu prends les décisions qui sont parfois dures, parce que de toute façon, je vais te dire oui est toujours plus simple que dire non. Dire non, c'est déjà un choix en soi. Il faut apprendre à dire non. On est nombreux à ne pas savoir dire non. Et quand tu commences à le faire une fois, après tu te rends compte que tu sais le faire, et puis après t'avances et t'avances encore. Et après, tu vas vraiment chercher cette espèce de liberté fondamentale dont tu as besoin pour avancer, qui est de dire « ça, c'est mon chemin ». Et je t'emmerde, en fait, si tu penses que c'est pas le bon. Non, mais pardon, il y a un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Ton chemin ne sera jamais celui du voisin. Il peut être sinueux, il va être plein de mauvaises herbes, il sera pas beau parfois, mais il y a un moment donné, il va s'embellir. Et là, tu seras heureux. Tu dis apprendre à dire non. Alors, je t'avoue que ça me parle parce que je suis pas la meilleure pour faire ça. et j'ai été très mauvaise. Maintenant, j'apprends un peu à le faire. Toi, t'as dit non à un moment donné sur quelque chose où je pense que les gens t'ont pris pour une folle. C'est quand t'as dit, en fait, je vais arrêter d'être journaliste, qui était quand même ta carrière et en plus avec beaucoup de succès.
Est-ce que tu peux me parler, je voulais te poser cette question, du cheminement, en fait, qui t'a amené à dire ce non? Quelque chose derrière, bien sûr, mais qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, en fait, c'est plus ce que je veux? Alors, d'abord, j'étais animatrice, pas journaliste. J'avais pas de carte de presse. Et je fais pas ce métier-là. Et j'y tiens parce que le mot animatrice est souvent galvaudé, tu sais, comme s'il était accolé à quelque chose d'un peu ringard. Sauf que ça a été mon métier pendant 20 ans et j'en suis très fière. Je crois que je me suis mis en quête de sens, rapport à tous ces doutes, rapport à ces choix de vie que j'avais faits, personnels. Et qu'à un moment donné, à faire ces choix, je me suis rendu compte que j'étais plus au bon endroit. J'avais fait 20 ans d'un métier extraordinaire. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré des gens merveilleux. Je me suis battue pour faire des émissions que j'avais fondamentalement envie de faire. Je voulais toujours, encore une fois, que ça ait du sens, mais c'était fini en fait. C'est comme une histoire amoureuse. T'as plus le cœur qui bat, t'as plus l'adrénaline qui va avec. À 44 ans, je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible. Je vais pas continuer à faire ce métier juste parce que c'est chouette que les gens te reconnaissent dans la rue et que tu gagnes bien ta vie. Donc les gens m'ont dit que j'étais folle pour 2 raisons. La première, c'est parce que c'est très confortable. Donc en fait, on te regarde, on te dit, mais enfin, franchement, t'as tout ce que tu veux, les gens t'aiment bien, t'as de la notoriété, tu gagnes ta vie. Mais tout ça était matériel pour moi quelque part. Je ne me reconnaissais plus là-dedans. Donc à partir du moment où tu n'as plus cette envie, cette adrénaline et le cœur qui bat, encore une fois, c'est comme dans un couple, il faut te rendre à l'évidence. Donc une fois que tu as dit ça, tu te dis, ok, qu'est-ce que je vais faire? Step by step. J'arrête d'abord, parce que c'est la seule façon de vraiment rebondir. Tu peux pas rester, tu sais, c'est comme si tu restais avec un homme ou avec une femme et que tu disais, bon, je reste le temps de trouver quelqu'un d'autre. Je l'aime plus, mais je reste quand même. Tu comprends? Mais c'est pas du tout honnête, ça. Donc en plus, tu parles à quelqu'un d'hyper fidèle, donc je me suis dit, voilà, je ne dois plus me mentir à moi-même. Donc, j'arrête. Et à partir du moment où j'ai pris cette décision, où je l'ai verbalisée, parce que c'est ça la pensée aussi, c'est quelque chose commence à arriver dans ta tête, et puis tu commences à le verbaliser, et puis après, les choses se mettent en marche. Et de là, j'avais déjà écrit un deuxième livre qui était J'emmerde Cendrillon, où j'expliquais un peu justement le cheminement de mon parcours, et je me suis dit, j'ai besoin d'aller le dire aux gens. Et j'ai commencé l'écriture d'un seul en scène. Et c'est là que je me suis dit, voilà, il y avait une logique. Je suis prête pour aller faire autre chose. Je ne sais pas si ça réussira. Je ne sais pas si les gens adhéreront. Mais c'est ce dont j'ai besoin à l'intérieur de moi, là, tout de suite. Il faut vraiment s'écouter. Il faut vraiment parfois laisser de côté ces injonctions, par exemple, de la société qui te disent... non, en fait, le bon chemin, c'est celui-ci parce que c'est celui de tout le monde. Non, c'est pas vrai ça. Il faut vraiment s'écouter. Tu vois, ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est que pour t'aider à prendre cette décision qui devait être une décision très dure parce que lourde de conséquences avec toute cette pression, en fait, tu as d'abord arrêté et ensuite, finalement, tu as trouvé la solution qui est d'écrire le seul en scène et de te lancer dans cette nouvelle carrière. Ouais. Et en fait, ça, je trouve ça intéressant parce que souvent, les gens, si je prends un peu je fais une métaphore, c'est un peu comme s'ils sont en train de voler en avion et en même temps, ils sont en train de réparer l'aile, si tu veux. Et ils font les deux en même temps. Mais du coup, c'est hyper difficile. Et donc là, j'ai l'impression que une des clés, en fait, qui fait que tu as réussi à le faire, c'est justement que tu t'es dit, en fait, je vais poser l'avion. Et puis maintenant, je vais réparer l'aile. Oui, c'est-à-dire, c'est vraiment cette autre métaphore de tu es au bord de la falaise. Ouais. Comment tu veux savoir ce qu'il y a tout en bas? La seule façon de savoir, c'est de sauter. Et encore une fois, tout le monde peut le faire, ça. D'où que tu viennes, quel que soit ton milieu social, tu peux le faire. La seule chose, c'est que oui, c'est un risque. Oui, il y a un choix à faire. Tout le monde n'arrive pas forcément à faire ses choix, mais c'est ces choix-là qui vont te définir. C'est ces choix-là qui vont faire qu'à un moment donné, tu vas avancer. Alors, c'est pas simple. Hein. Sincèrement, je t'assure, plus d'une fois, je me suis retrouvée au bord de cette falaise en me disant oh, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis, saute, quoi. Voilà. Et quand tu l'as fait une fois, même si l'échec est au bout de tout en bas, là, c'est pas grave. Parce qu'on a cette capacité, nous, les êtres humains, à se relever, à rebondir. De toute façon, c'est le meilleur truc qu'on ait inventé pour se réinventer. Hein. Non, mais tu vas faire quoi? On va pas tous rester échoués en bas de la falaise. Tu vois, si tu as envie, toi, de rester tout en bas de la falaise, c'est ton problème. Moi, je préfère regrimper et me dire, attends, voilà, j'ai ce truc-là en moi, c'est vrai.
Si je peux le communiquer autant que possible, je le fais. Mais je crois que c'est comme ça qu'on y arrive, sincèrement. Quand on a commencé à discuter tout à l'heure, tu m'as dit qu'un sujet qui te tient à cœur, c'est la transmission. Ouais. Est-ce que tu peux m'en parler? J'ai l'impression que justement, c'est intrinsèquement lié à cette nouvelle vie. Qu'est-ce que tu veux transmettre? Par rapport à mes choix de vie personnels et professionnels, j'ai l'impression que les gens ont besoin d'être décomplexés. C'est-à-dire, comme un enfant, de dire aux gens, mais c'est pas grave en fait. Il n'y a pas mort d'homme, c'est le cas de le dire. Tu comprends, ça va aller. Oui, tu es face à un choix difficile. Si je peux t'encourager aujourd'hui à le faire et à ce que tu comprennes que derrière ce choix, puisque c'est ta décision, c'est l'épanouissement qui est au bout du chemin, alors vas-y. C'est ça la transmission. C'est d'avoir des gens qui parfois arrivent à un moment donné de ta vie où tu dois prendre des décisions clés et qui vont faire que tu vas faire le pas pour aller vers ton propre épanouissement. Mais c'est difficile, encore une fois, à cause des injonctions de la société, à cause de nos croyances limitantes. C'est souvent qu'on se dit, mais non, je ne vais pas y arriver, je suis trop vieux, je suis trop jeune, je n'ai pas le temps, tu vois. Ça te bloque ad vitam aeternam parfois. Donc, c'est ça la transmission. C'est de libérer ta parole parce que tu penses que tu as un peu d'expérience, parce que tu penses que tu as fait des choix dans ta vie qui n'ont pas toujours été simples et qui peuvent résonner dans la vie des autres. Et ça, c'est ce que tu essayes de faire passer comme message dans Le Seul en scène? Ben oui, parce que j'en ai besoin. Tu sais, ça va te paraître très bizarre. Aujourd'hui, on a l'impression dans la société qu'il faut avoir vécu des choses graves pour prendre la parole. Il faut avoir vécu des choses qui t'ont traumatisé pour pouvoir dire aux autres, voilà, fort de mon expérience, je vais pouvoir vous aider. Non, n'importe quel chemin de n'importe quel anonyme peut avoir du sens pour quelqu'un d'autre. C'est pas parce que tu n'as pas vécu des choses graves dans ta vie que ta parole ne peut pas être libératrice pour d'autres. Donc ça aussi, il faut se décomplexer par rapport à ça. C'est pour ça que quand je te parle de transmission, non, j'ai pas vécu de choses graves dans ma vie. J'ai vécu des divorces, des plantades professionnelles. Ça n'a pas été simple, mais ça suffit parfois pour expliquer aux gens que si je m'en remets, on peut tous s'en remettre. Et que si j'ai réussi à faire ces choix-là, on peut tous les faire. Et si je vous dis que je suis bien mieux aujourd'hui dans ma peau et dans ma vie, c'est parce que je les ai faits, ces choix-là. Donc allez-y, sautez de la falaise. Sérieusement, il vous arrivera rien d'autre qu'un petit pain. Et c'est pas grave, on s'en remet. Un peu des mots-clairs. Enfin, beaucoup même. Parfois le tube entier. Mais je veux dire, j'ai tendance à dire, Pauline, qu'on est une somme d'erreurs. Ce sont ces erreurs qui nous définissent. Si tu n'en commets pas dans ta vie, il y a un vrai problème. C'est que tu prends pas de risque. C'est que tu prends pas de risque. Mais donc, viens pas te plaindre, parce que si tu ne penses pas être une somme d'erreurs, c'est que tu n'as pas appris assez de risques dans ta vie. Ça, j'en suis absolument convaincue. Moi, je ne suis que erreur. Voilà, partout. J'en ai fait plein. Avec des amis, dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, avec mes enfants aussi. Je ne suis pas une mère parfaite, tu vois. Mais ce sont ces sommes d'erreurs qui font ce que je suis, j'en suis convaincue. Là aussi, je trouve ça assez passionnant parce que des erreurs, bon, on en commet tous, mais on n'est pas tous conscients qu'on les commet. Est-ce que toi, fort de ce constat, tu vois, qui est que tu es... Alors, c'est toi qui le dis, c'est pas moi, hein, que tu es une somme d'erreurs. Ça se voit pas de là où je me situe. Oui, mais c'est la vérité, je t'assure. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que tu essayes de, je sais pas, faire des bilans, réfléchir... Enfin, je veux pas que ça sonne professionnel, tu vois, mais juste dans un processus un peu d'introspection, tu te dises, bah en fait... avec mes enfants, voilà les erreurs que j'ai commises. Est-ce que tu as mis en place, ça paraît un peu, je te dis professionnel et systématique de dire ça, mais une réflexion, un petit processus pour justement tirer des enseignements de tes erreurs ou en fait tu le fais naturellement? Et puis peut-être une deuxième question, c'est quand tu as fait une erreur et que tu t'en rends compte, qu'est-ce que tu fais? Tu t'excuses? Tu serres les dents? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je réponds à ta deuxième question parce qu'il y a une chose qui me saute tout de suite là aux yeux. On a tous beaucoup d'ego. Quoi qu'on dise. C'est sûr. L'ego, c'est quelque chose qu'il faut dompter dans sa vie. Encore une fois, avant mes 40 ans, je pense que j'avais peut-être trop d'ego pour reconnaître certaines erreurs. J'ai beaucoup travaillé sur moi. J'ai lu des livres. J'ai fait un vrai travail à un moment donné d'introspection. Je me suis ouverte à des choses
pas de méditation, de yoga, mais je me suis ouverte à des choses plus inspirantes, plus méditatives peut-être. Et je me suis rendu compte à quel point l'ego pouvait être un poids dans nos vies. Pour pouvoir s'excuser de quelque chose, il faut avoir suffisamment travaillé sur soi pour admettre que s'excuser va te faire autant de bien à toi qu'à l'autre en face. Donc, encore une fois, c'est l'expérience qui te permet de pouvoir mettre ton ego de côté, le dompter et admettre tes erreurs. Je crois que moi, j'ai fait... je crois j'ai dompté mon ego. J'ai plus de problème à dire aux gens pardon, je suis désolée, je me suis trompée, pardon, je suis désolée, j'ai fait une erreur, même face à mes enfants qui ont 9 et 11 ans, parce qu'il faut pas croire en fait, c'est une des premières choses, l'injustice est une des premières choses qu'ils ressentent quand on les dispute pour quelque chose et qu'ils ont l'impression qu'en fait c'est un peu plus fort que ce que ça doit être. Ils te le disent d'ailleurs, ils te disent ça va, enfin c'est pas non plus très grave. Oui, t'as raison en fait, c'est vrai, c'est pas très grave, mais bon, c'est mieux quand même si tu le fais pas, tu vois. Et voilà, et quand tu tires un enseignement de ça, je pense que tu as gagné. Mais il y a un cheminement, c'est long en fait. c'est pas quelque chose que tu chopes comme ça. Tu sais, souvent, tu peux avoir une amie proche qui te dit putain, t'as dit quelque chose là, t'es peut-être allé un peu fort. Oh, ça va, c'est bon. Et puis tu vois, ça te passe par-dessus. Mais en fait, non, parce que l'autre l'a reçu très fort. Et donc, en fait, toi, tu t'es pas rendu compte, mais t'as peut-être fait du mal à quelqu'un, vraiment. Surtout moi qui suis sans filtre et très, très franche. Donc, t'apprends. Moi, très franchement, souvent, et ça, c'est l'être humain, instinctivement, on sait quand on a fait un truc pas bien. Non, mais c'est vrai. Oui, oui. On l'admet pas tous, mais on sait. On se l'admet pas à soi-même, en général. Mais tu vois, voilà. Et donc, si on se l'admet pas à soi-même, c'est compliqué d'aller l'admettre devant les autres. J'ai plus de problème avec ça. Mais j'ai vraiment travaillé. Sincèrement. Je vais te dire ce qui m'a fait travailler. J'ai eu des chagrins d'amour qui m'ont vraiment blessée. Et donc là, l'ego, il en prend un coup. Des expériences de vie personnelle donc douloureuses. Le divorce. Le divorce, c'est quelque chose... le divorce avec des enfants, c'est quelque chose qui te... Si tu travailles pas après ça, c'est qu'il y a un problème. Tu peux pas repartir dans une vie neuve du jour au lendemain, quoi. Il y a des dommages collatéraux dans tous les sens. Donc, tu es bien obligé au moment de dire, attends, le champ de mine, là, c'est de ma faute. Ah oui, alors attends. Il faut prendre tes responsabilités. Tu comprends, tu prends tes responsabilités. Donc, d'ailleurs, je trouve que c'est ta vie personnelle, enfin, c'est les échecs de ta vie personnelle qui te font beaucoup plus avancer que ceux de ta vie professionnelle, pour être honnête, parce que ça touche vraiment à tes sentiments profonds. Mais ça, c'est dur. Quand tu vois le champ de mine et que tu vois l'état du jardin, hein, on va prendre un mot très simple, tu fais « Oh là là, c'est tout cramé partout. C'est moi, ça? J'en suis en partie responsable? Ah, ok. Bon, bah non, mais réfléchis un peu. Tu vois, prends sur toi. Si tu traverses le jardin et que tu te fiches complètement de voir qu'en fait, tout est en ruine, moi, je peux plus rien faire pour toi. Mais si à un moment donné, tu te dis « Bon, ok, je suis responsable en partie de ce jardin tout pourri, mais j'ai envie qu'il refleurisse correctement », bah, je crois que c'est là où tu commences à travailler sur toi. C'est nécessaire, du coup, de prendre ses responsabilités, de ne pas trouver des excuses. Non, mais tellement. Tellement. C'est facile de trouver des excuses. C'est facile. C'est aussi facile que de dire oui tout le temps, tu vois. Et d'ailleurs, c'est marrant. Tu sais, c'est comme les gens qui te disent non, mais oui, pas de problème. Puis en fait, tu te rends compte qu'il n'y a personne, quoi. Tu vois, non, mais dis non si t'as pas le temps, c'est pas très grave. C'est vrai que sur le principe, oui, c'est oui pour se débarrasser, quoi. Non, mais c'est ça, tu vois. Te débarrasse pas des choses, en fait, parce que ça va te revenir comme un boomerang dans la tête. Tu vas voir, ça fait encore plus mal, quoi. Donc c'est dur, hein, de dire non. Hein. C'est hyper dur. Et d'ailleurs, les gens le reçoivent vachement mal. Parfois, tu dis non et ils te disent bah pourquoi? Bah j'ai le choix, en fait. J'ai le droit de dire non. Hein. C'est 3 lettres. Hein. Mais c'est pas grave, je vais te blesser 2 secondes, mais réfléchis bien, parce que je pense qu'après, en fait, ça va te libérer aussi, quand même. Je m'intéresse beaucoup aussi à tout ce qui est processus créatif. Oui. Et du coup, bah, tu es forcément en plein dedans. Et c'est marrant parce que même si tu étais animatrice, et du coup, j'imagine qu'il y a quand même une part de créativité parce qu'en fait, il faut choisir les émissions, etc. Enfin, d'ailleurs, on peut en reparler si tu veux. Mais là, c'est quand même un autre step, en fait, d'écrire son spectacle. Est-ce que tu
T'as eu peur, premièrement, de peut-être pas être assez créative ou tu t'es mis la pression parce qu'il y a beaucoup de gens, de femmes notamment, qui se mettent un peu la pression là-dessus. Et puis, deuxièmement, est-ce que tu peux me parler justement de ce process créatif? Comment, en fait, à un moment donné, t'as mis tes pensées sur le papier? Alors, sincèrement, il y a quelques années, je pense que j'aurais été incapable de te dire je vais écrire un seul en scène. Je vais être très honnête, c'est venu naturellement. Comme l'écriture, j'avais fait un livre sur le baby blues, j'avais fait un livre sur Jean-Bernard Cendrillon, sur justement les cheminements de la vie personnelle et professionnelle. C'est venu très naturellement au début. Et c'est quand j'ai commencé à me dire, en fait, attends, ces choses-là, je vais pouvoir les dire sur scène, que la pression est arrivée. Parce que je me suis dit, attends, c'est pas du tout la même chose, là. Mais en fait, j'ai occulté ça de ma tête et j'ai essayé d'écrire le plus naturellement possible ce que j'avais vraiment envie que les gens entendent. Mais c'est super compliqué parce qu'une fois que tu es parti là-dedans, il faut creuser tes pensées, il faut creuser ta logique, quoi, quelque part, pour que les gens comprennent comment t'en es arrivé là. Et il y a des jours. Mais j'habite dans le sud de la France, je partais en rando 4-5 heures, parce que j'adore ça. Et j'essayais juste, moi, de cheminer dans ma tête pour après essayer de l'écrire et que ça ait du sens. Parce que je ne suis pas auteur, je ne suis pas autrice, j'ai pas un vocabulaire de dingue, tu vois. Je ne suis pas Éric Orsena, quoi. Je ne vais pas écrire un livre sur la grammaire. J'ai pas cette facilité-là. Donc en plus, c'était très dur parfois de coucher des mots, de ne pas tout le temps employer les mêmes. Et puis après, il y a eu la phase avec mon producteur Jean-Marc Dumontet, où j'envoyais mon texte sur le podcast, super épisode. Oui, d'ailleurs. je sais qu'il est venu te voir. Incroyable. Ouais, ça m'étonne pas parce que c'est quelqu'un de très aspirant, qui a un parcours aussi assez étonnant d'ailleurs. Et qui n'a pas sa langue dans sa poche. Non, absolument. Bah non, il est sans filtre. Mais c'est pour ça qu'on s'entend très très bien. Ouais. Bah donc imagine, quand tu renvoies une copie, lui c'était comme un prof à l'école. En gros, c'est ça non, ça creuse. Et parfois j'en chialais. Mais pour de vrai, je me disais c'est pas vrai, je vais jamais y arriver, tu vois. Puis à la fin, t'as 50 pages et tu fais waouh. Alors ça c'est au bout d'un an et quelques mois, hein, d'accord. Et t'es là et tu te dis, oh, je l'ai fait. Puis après, il y a l'étape de, merde, il va falloir le dire. Tu vois, parce que j'étais pas du tout programmée pour la scène. Je me suis pas levée un matin en me disant, je suis comédienne. Ouais. Tu vois. Et j'ai commencé à lire des livres sur le sujet. J'ai lu Peter Brook, qui a fait un livre génial qui s'appelle L'espace vide, où effectivement il explique un peu le principe du théâtre. Voilà, j'ai lu des livres qui pouvaient m'aider à faire cette démarche de maintenant il faut aller le faire sur scène. Moi je suis très comme ça. Si je dois faire quelque chose, je vais lire tout ce qu'il y a sur ce quelque chose pour essayer de m'en imprégner au maximum. Mais alors je peux te lire un livre en une journée, je peux t'en faire 5 dans la semaine, tu vois, je vais beaucoup travailler parce que c'est comme un challenge, quoi. Mais la créativité, c'est un processus particulier. Hein. Même de te mettre devant un ordinateur, tu as lâché tes enfants à l'école, tu te dis, attends, là, il faut travailler. Tu n'as pas de cadre, donc il faut t'en créer un. C'est très dur, tu vois, quand tu vas au travail tous les matins et que tu sais qu'il faut que tu sois à 9h et que tu as ton bureau avec ton ordinateur, bon, bah... Tu n'as personne qui veut te dire quoi faire. Voilà, tu n'as personne derrière qui va te fouetter un peu. Non, mais parce que bon, on est tous un peu pareils. Et voilà, et il faut essayer de te concentrer. Puis parfois, ça ne marche pas, donc tu vas faire ta petite balade, tu reviens. Puis il y a des jours où tu n'es absolument pas créatif, et puis il y en a d'autres où tu te dis waouh, moi je suis super forte, tu vois. Donc ça aussi, up and down, faut le savoir le gérer, quoi. Non mais c'est génial, c'est génial. Faut te faire un peu mal, mais c'est génial. Et concrètement, tu te forçais à écrire par exemple tous les jours, ou au contraire tu étais assez à l'écoute de tes sensations et tu disais bah en fait aujourd'hui je le sens pas, je vais faire de la randonnée. Ben en fait j'ai entendu certains auteurs parler de ça justement, et en fait, tu as vu, personne n'a la même appréhension face à l'écriture. Tu en as certains qui ont un cadre très particulier, qui écrivent tous les jours, et tu en as d'autres non. Moi, je ne suis pas autrice, encore une fois, donc en fait, je faisais un peu comme je le sentais. Il y a vraiment des jours où, en fait, tu vois, l'ordi, je le regardais, et je faisais non, en fait, j'ai pas du tout envie. Tiens, je vais aller faire des courses, je vais aller ramasser des fleurs, je vais aller me balader. Et puis, c'est pas grave, en fait. J'essayais de ne pas culpabiliser si j'y étais pas absolument tous les jours. Voilà. Tu vois, mais pas de pression finalement. Et voilà. Ouais, se décomplexer, c'est vraiment important en fait. Essayer de se dire, c'est pas grave. Bon, évidemment, il ne faut pas que ça dure des jours et des jours. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vas-y. Tu sais, on se flagelle beaucoup. Hein. Ça, c'est notre éducation très puritaine. De, allez, il faut le faire. Il faut le faire, tu vois.
C'est la charge mentale, ça. Tu sais, c'est comme quand tu passes dans la chambre de tes enfants et que tu te dis « Ah là là, le lit est pas fait, il faut que je le fasse. » Non, mais c'est pas grave s'il n'est pas fait un jour, en fait. Essaye déjà de commencer par là. Parce que la charge mentale, elle démarre sur des tout petits trucs, hein, tu vois. Un frigo mal rangé, un oubli de courses, une chambre d'enfant pas faite. Ah non, mais il faut se détendre un peu, parce qu'on n'y arrive pas. Et pourtant, c'est une maniaque qui te parle. Hein. Donc, moi, une miette par terre peut me rendre dingue. Donc, je travaille sur moi aussi sur des choses comme ça, tu vois. En me disant, le coussin noir qui n'est pas à côté du coussin beige, c'est pas très grave. On va le laisser à sa place aujourd'hui, on le rangera demain. Oui, et puis c'est aussi des excuses pour ne pas faire des trucs parfois plus difficiles comme Bien sûr. l'écriture ou des choses comme ça. Bien sûr, tu vois. Ouais. Donc, non, je pense quelqu'un qui a beaucoup vécu dans un cadre. J'ai fait de la danse classique en sport-études et j'ai eu un métier qui m'a quand même obligée à être vraiment au taquet tous les jours avec le sourire en plus parce que contrairement à d'autres, c'est pas un bureau où tu peux faire la gueule, quoi. Donc, c'est vrai que dans ma quarantaine, à partir du moment où j'ai décidé de lâcher un peu, je me suis aussi lâché la grappe à moi-même. Ça ne veut pas dire que chez moi, c'est le fouillis. Ça ne veut pas dire que ma vie est désorganisée. Ça veut juste dire que j'ai appris à aimer ne pas faire tous les jours tout bien. Et ben, quand tu commences à faire ça, je t'assure que tu te fais beaucoup de bien. Mais vraiment. Et ça commence par des toutes petites choses. Vraiment. Et à commencer par tes enfants, en fait. Parce que parfois, on est dur avec soi-même, donc du coup, on est dur avec eux aussi. Tu vois, c'est comme quand nos enfants rentrent d'une journée d'école, quand ils passent. Quand tu y penses, ils passent beaucoup de temps à l'école, tu as les devoirs en plus. Et tu te dis, attends, tu sais quoi, moi, il y a des jours où je leur dis, on arrête. On arrête. Je vais faire quoi? Je vais pas te taper la tête contre la table. Hein. En fait, ça rentre plus. C'est normal, en fait. Tu vois, tu as passé déjà une journée. Toi aussi, tu peux avoir une journée de boulot. Eux ont une journée d'école. Allez, vas-y. Viens, on lâche. C'est pas grave, quoi. Et puis, on lâche tous ensemble. Ça, je le fais de temps en temps. Je le fais parce que on s'en sort pas. On va tous finir avec un ulcère, quoi. Non, mais c'est inspirant parce que, vu ton parcours, je l'avais étudié et j'avais vu que tu avais commencé... entre guillemets, ta carrière dans la danse classique, ouais. Qui est pour moi le symbole même de la discipline, du travail, enfin un truc où tu rentres dans un espèce de chemin comme ça, de travail, de difficulté, de sacrifice. Ouais. Et là, on voit vraiment, en fait, toutes ces années qui t'ont fait mûrir et qui font que maintenant, tu es beaucoup plus à essayer de lâcher prise pour te concentrer sur l'essentiel et l'important. Exactement. Quoi. Et ce lâcher-prise-là, c'est là où j'en suis et il fait tellement de bien, tellement de bien. Et c'est vrai que nous, les femmes, on a quand même ce truc, parce que j'adore les hommes autant que j'adore les femmes. Je tiens à le dire parce que c'est important, parce qu'on vit en ce moment dans une société très particulière où certaines veulent un monde d'Amazon et moi, je n'en veux pas. Il y a des hommes formidables. Il y a des hommes qui m'ont beaucoup aidée et je tiens à le dire là, c'est important. Mais nous, les femmes, on a quand même ce truc en nous, je ne sais pas d'où ça vient, mais de bien faire les choses, tu vois, comme des bons petits soldats. Nous, on a ce truc il faut essayer d'être parfaite partout. Mais on n'est pas parfaite. C'est impossible de l'être. Et il y a eu une période de ma vie, là, quand ma fille avait 2 ans, mon fils venait de naître, mon boulot qui me demandait beaucoup de temps, mon mari, la maison, l'organisation. Je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel ? Mais en fait, stop. Tu peux pas. Tu vois, j'y arrive plus en fait. Et vraiment, j'ai pas d'autres mots. Je suis désolée, c'est assez vulgaire, mais je dégueulais cette vie-là. J'avais l'impression de plus dormir. J'avais l'impression de pas faire tout bien parce que tu peux pas faire tout bien. Et j'avais l'impression qu'en fait, tout le monde à côté de moi y arrivait, sauf moi. D'abord, c'est parce qu'il y a beaucoup de femmes. Et ça va, heureusement, la parole se libère. Il y a beaucoup de femmes qui, jusqu'à maintenant, ne disaient rien. Tu vois, ça, c'est comme le baby blues. Moi, j'ai accouché, mais j'en ai voulu à la terre entière. J'ai dit, mais attendez, excusez-moi, vous m'avez toutes dit que c'était un moment merveilleux. Mais c'est l'enfer. Mais c'est l'enfer. Je pleure tous les jours, j'arrive pas à m'occuper de ma fille. Et j'ai même pas 2 secondes de temps dans ma tête où je me dis, ah, c'est le plus beau moment de ma vie. Tu vois, j'ai été emportée par une tempête et j'ai écrit un livre pour ça, pour dire aux autres, attendez, c'est génial d'être mère. Oui, c'est vrai. Mais vous allez vivre des moments très durs aussi. Donc, c'est pas grave. Vous allez aimer votre enfant. Mais
accepter que ces moments soient difficiles parce que ça l'est. C'est hyper dur de devenir mère. C'est hyper dur. Moi, ça a été un tsunami dans ma vie. Tu arrives chez le pédiatre, il faut... Ah oui, alors il faut penser à ça, il faut faire ça. Oh là là, elle commence à tousser. Oh là là, elle a la crève. Qu'est-ce que je fais? La crèche, le truc. Mais non, mais attendez, je te jure, j'arrivais parfois à la crèche, je voyais des femmes qui étaient nickel chrome. Je t'assure, le brush, la petite tenue qui va bien. Oh, je débarquais un jour sur deux, la tête comme ça, en jogging, mais limite, tu vois, j'avais le chignon ici, je les regardais et je me disais, attends, j'aimerais être une seconde dans ta vie pour voir à quel moment est-ce que tu pètes pas une durite comme moi j'en pète une. C'est pas possible, même si tu as de l'aide. Parce que à un moment donné, quand mon fils est né, j'avais une émission qui s'appelait Un soir à la Tour Eiffel et c'était tous les soirs en direct de 23h à 1h du matin sur France 2. Et je rentrais à 1h du mat. Évidemment, mon fils se levait pour le biberon, ma fille dormait et quand il se recouchait, ma fille se réveillait. Et donc là, en fait, là, c'est plus que la vie est un bordel sans nom, c'est la taille au-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu fais attendez, oui, j'ai une émission à préparer. Oui, alors attends, non, le biberon là. Non, alors la crèche là. Ah, la crèche, c'est plus possible. Ah, ok, parce qu'elle est malade. Ah oui, pardon. Tu vois là, t'as déjà eu ce sentiment que tu pouvais plus respirer, Pauline? Tu sais, ce sentiment où en fait tu te rends compte que t'inspires mais t'expires plus. T'en es pas consciente tout de suite. Et puis il y a un moment donné en fait où c'est ton corps qui lâche un peu, c'est ta tête qui lâche et puis là en fait, part en dépression, y a pas d'autre mot quoi. Ben, je l'ai eu ça. Je l'ai eu et je peux pas croire que ça arrive pas à tout le monde à un moment donné. Sauf que il faut le dire en fait, il faut se libérer, c'est pas grave. J'ai vraiment eu des moments de solitude énormes où tu sais, tu te retrouves dans le au volant de ta voiture et t'es là. Je veux plus. C'est limite, tu réclames ta mère et ton père, quoi. Tu vois, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'y arrive plus et j'y arrive plus. Et voilà. Et ces moments-là de vie, ils te construisent aussi. Je peux pas dire mieux. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est pas parce que c'est glorieux, c'est parce que j'aimerais que ça puisse parler à d'autres. Donc, c'était ta question. Voilà pourquoi je te parle aujourd'hui. Il faut que ça parle à d'autres, il faut que ça en aide d'autres, il faut que cette fragilité devienne une force. Et il faut pas s'enfoncer en pensant qu'on est tout seul, parce qu'on l'est pas, quoi. Comment t'as fait pour t'en sortir, par exemple, le moment comme ça où t'es dans ta voiture, t'en peux plus, le moment où t'arrives plus à respirer, tu te sens bloqué, quoi. Ouais. Tu te sens bloqué. Qu'est-ce qu'il y a eu comme déclic Qu'est-ce qui a dans fait que ta je me suis pas tête? suicidée? Non, mais enfin, c'est un peu ça, quoi. Qu'est-ce qui fait que t'es sortie Oui, de non, ce burn-out, de cette dépression, de ce que c'est, quoi? D'abord, j'ai parlé. J'ai une super sœur. J'ai une super meilleure amie. Donc, j'ai parlé. Il faut qu'à un moment donné, ça sorte. Dans ton entourage, tu as forcément quelqu'un à un moment donné auprès de qui tu peux vraiment te confier. Et le faire en pleurant même, c'est pas grave. Parce que déjà, si ça sort, si c'est verbalisé, ça fait du bien. Donc ça, c'est ce qui m'a permis, à un moment donné, en le verbalisant, de comprendre que ça allait pas. Et déjà, c'est le premier point, ça. Il faut le verbaliser. Oui, il faut au le début, dire. tu sentais que ça allait pas, mais tu t'étais pas formulé, quoi. Oui, et puis tu as un peu honte. Tu sais pas trop si tu es toute seule ou pas, tu vois, dans ce monde-là, à ressentir la même chose. Alors qu'en fait, aujourd'hui, je le dis, il y a des millions de gens à qui ça arrive tous les jours. Et des gens dont tu ne soupçonnerais pas. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens, en disant ça, parce que dans mon seul en scène, j'en parle, qui me disent « C'est fou, on pensait pas que ça vous arriverait à vous. Mais c'est incroyable, au contraire. Et c'est pour ça que j'en parle, tu vois, parce que si t'as l'air, t'es forte, justement, c'est encore plus important que je le dise moi alors, parce que si c'est l'image que je dégage, mon Dieu, je passais par des moments de solitude aussi forts que les vôtres, quoi. Donc le verbaliser, c'est important. Et puis après, Pauline, il y a qu'un truc pour t'en sortir, c'est pousser du pied contre le sol et rebondir. Qu'est-ce que tu veux faire? Personne va aller te chercher, hein, tu vois. Il y a un moment donné. C'est là où tu dois prendre le bon chemin. C'est là où tu dois te dire, bon, allez, de toute façon, je vais pas rester comme une loque, là, tu vois, à pas prendre de douche, à pas, tu vois, à pas... Non, stop. Ok, allez, j'y retourne, quoi. Alors, c'est long, hein, parfois, hein, parce qu'il y a des jours où tu replonges, il y a des jours où tu te dis à quoi bon. J'ai vu un documentaire
Je te parle de ça parce que ça m'a beaucoup aidé à l'époque. J'ai vu un documentaire sur Netflix d'un acteur américain qui s'appelle Joan Hill, qu'on a vu notamment dans Le Loup de Wall Street, tu sais, le gars qui se porte bien. Ouais. Exactement. Et en fait, ce gars a eu un psychologue pendant très longtemps. Il a fait un documentaire sur ce psy qui commence à avoir la maladie d'Alzheimer. Et avant que la maladie l'attaque, il voulait absolument faire ce documentaire pour que les gens voient à quel point le raisonnement de ce gars-là était exceptionnel. Et dans ce documentaire, et alors évidemment, moi j'ai toujours un problème avec les noms, mais on va le retrouver. On mettra même la ref s'il faut, je m'en fiche, il n'y a pas d'action là-dedans. Il t'expliquait que ton petit neurone dans ta tête prenait un labyrinthe qui était toujours le même, d'accord, quand tu avais ces pensées négatives. Et que tant que tu ne disais pas à ce petit neurone de changer de labyrinthe, bah en fait, il était, tu vois, tout le temps dans le même cheminement. Il fait sa boucle. Il fait sa boucle. Mais en fait, à partir du moment où tu comprends que c'est toi qui es le conducteur de ce petit neurone et que si tu as envie de le faire changer de cheminement, tu peux. Et je sais pas, il y a eu, tu vois, des petits déclics comme ça de livres que j'ai lus, de documentaires que j'ai vus, de gens qui te parlent, de podcasts que tu entends. Et tu commences à comprendre qu'en fait, c'est toi qui es maître de ton petit cerveau. C'est toi qui peux dire à ce petit neurone, non mais tu commences à m'emmerder là avec ton chemin de merde. Donc en fait, non, attends, je vais ouvrir la boucle. Et hop, le neurone sort. Et c'est vrai ça. On est absolument seul maître à bord de notre conscience, de notre cerveau, qui n'est peut-être pas fait comme celui des autres. Mais si tu comprends que tu peux piloter ce petit neurone, et je sais de quoi je parle parce que j'ai passé mon brevet de pilotage d'avion et je pense que c'est pas anodin, c'est parce que tu commences à comprendre que c'est toi qui es maître de tes décisions. Ta tête ne fonctionne pas toute seule, Pauline. Ta tête fonctionne parce que c'est toi qui es maître de tes idées. Alors ça, c'est un truc, il faut le comprendre. Parce que je t'assure que ça paraît bête à dire, mais quand tu as réalisé que tu étais vraiment maître à bord de ce petit neurone, je ne dis pas que tu lui dis de faire ce que tu veux. Je dis juste, tu peux le faire sortir de certaines boucles qui sont l'enfer. Ça va avec les chagrins amoureux, avec les complaintes professionnelles, avec certaines décisions que tu prends. Voilà. Si tu sens que tu es trop en boucle, c'est de ta faute. Fais sortir ton neurone. Fais-le sortir, tu es capable de le faire sortir. Il faut lui parler. Non, mais moi, j'ai eu l'air très con, je pense, parfois, au volant de ma voiture. Mais je me parlais. Je me disais, ça suffit maintenant. Ouais. Stop, on va prendre une autre boucle. C'est plus la bonne, là. Stop, tu vois. Oui, tu peux refuser aussi. Mais bien sûr. Mais c'est dur, hein. C'est dur. C'est ça, travailler sur soi. C'est vraiment ça, travailler sur soi. Tu évoquais aussi le fait qu'il y avait des livres qui t'avaient aidé. Est-ce qu'il y en a un qui te vient à l'esprit sur ces sujets? Parce que je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui, honnêtement, se reconnaissent complètement dans ce que tu dis. Et qui disent, mais attends, qu'est-ce qu'il y a comme livre, Alessandra, que je peux lire pour m'aider? J'avais lu un livre de Fabrice Vidal qui s'appelle Les 5 portes. T'en as entendu parler? Oui. Alors, moi, j'étais pas du tout branchée. Alors voilà, ça, c'est important de le comprendre. J'ai une sœur qui est coach et sophrologue. D'accord. Donc, qui vit en pleine conscience depuis longtemps, qui est droite dans ses bottes, qui a conscience depuis longtemps de qui je suis et de ce qu'il fallait changer dans ma vie pour que vraiment je me retrouve, et qui m'a amenée petit à petit à ce cheminement. Et j'ai lu ce livre, et en fait, ça a fait partie des livres à un moment donné qui m'ont aidée, comme ce documentaire, tu vois, à comprendre un petit peu comment pouvait fonctionner notre psychologie. J'ai écouté aussi beaucoup de parcours inspirants, comme tu le fais dans ton podcast, de gens, à un moment donné, qui arrivent dans tes petites oreilles, et bizarrement, ça arrive au bon moment dans tes petites oreilles. Tu sais, on parle souvent de signes. Alors, il y a des gens qui vont dire, ça va, c'est bon. Mais si. Hein. L'univers t'envoie des messages très souvent. Hein. C'est juste toi qui les vois pas parce que tu ne vis pas justement en pleine conscience. Mais à partir du moment où tu commences à être vraiment droite dans tes bottes, je t'assure que ces signes-là, tu les vois tout le temps. Et c'est pas de la voyance. Hein. C'est pas je parle avec mon grand-père, avec ma grand-mère. Non, c'est des vrais petits signes. Et qui sont importants et que tu dois prendre en compte. Parce que s'ils arrivent là, à cet endroit-là, c'est qu'il y a une raison. Mais ça, j'en suis absolument convaincue. Donc voilà. Et puis après, je pense que c'est pas pour rien qu'on est aujourd'hui dans une société où on entend beaucoup parler de bien-être, que des podcasts comme les tiens fleurissent dans le bon sens du terme,
tu as eu l'envie à un moment donné d'interviewer des gens qui avaient un parcours inspirant parce que toi-même, on en a parlé, tu as eu des moments de doute dans ta vie, que tu as commencé à écouter certains podcasts et que tu t'es dit, putain, ça m'aide, je vais aller aider les autres. Toi aussi, tu es dans la transmission. Bien sûr. Tu vois, et tu te guéris aussi toi-même en faisant ça. Je dis tout le temps, ce podcast, c'est ma psychothérapie personnelle. Mais voilà, et tu aides aussi pas mal les gens. Donc en fait, ça aussi, c'est un cheminement. C'est tellement important. C'est tellement important. Je pense qu'on est... et tant mieux, d'ailleurs, on arrive à un moment donné, peut-être là, dans nos vies, chacun, à être beaucoup plus sur la résonance du bien-être, du bien commun, de la solidarité, parce qu'on en a besoin. Parce que je crois qu'on arrive à un moment, tous, là, de nos vies, où on ne peut plus faire semblant, chacun de notre côté. Non, je crois qu'on a tous besoin de se réancrer correctement. Ça ne veut pas dire rester avec une ancre dans un port. Ça veut dire juste de cheminer tranquillement et d'essayer de trouver la bonne issue et dans la bienveillance peut-être aussi. Ça, c'est un mot, tu vois. Ouais. La gentillesse, la bienveillance. Elle est gentille. Mais tant mieux si elle est gentille, en fait. C'est chouette, les gens gentils. C'est chouette, les gens bienveillants. Tu sais, autre chose. On parle souvent de la solidarité entre femmes. J'ai pas eu beaucoup de femmes bienveillantes à mes côtés. Alors moi, je veux bien qu'on parle de sororité, de solidarité entre femmes. Mais encore une fois, j'ai rencontré très peu de femmes bienveillantes. Et je ne suis pas naïve non plus sur le sujet. Et j'en parle aujourd'hui parce qu'on est dans un monde où on pousse beaucoup le féminisme. Et je trouve ça très bien à beaucoup d'égards, notamment sur l'égalité homme-femme salariale, professionnelle. Mais attention de ne pas tout mélanger. Hein. On n'est pas toutes dans le monde des bisounours et elles ne sont pas toutes en train de nous regarder en disant « Elle est vraiment fantastique ». Non, mais tu vois ce que je veux dire. J'ai fait une table ronde. Tiens, je vais te donner une anecdote. J'ai fait le Festival d'Avignon où j'ai joué mon seul en scène pendant 1 mois. Et j'ai fait une table ronde à un moment donné dans un magasin de livres. Enfin, ça s'appelle une librairie, Alessandra. Voilà. Et il y avait une 50aine de personnes. Il y avait, c'est vrai, beaucoup de femmes. Et je dis à un moment donné, parce que je l'explique, c'est vrai, dans mon seul en scène, que j'avais donné une interview dans le L à une époque en expliquant que lors de ma séparation, j'avais pris conscience qu'il fallait aussi que j'aille vers mon épanouissement de femme, me libérer un petit peu aussi de certaines contraintes que j'avais et qu'il fallait que je m'affranchisse un petit peu de mon rôle de mère. Parce que le père avait aussi sa place. Ah oui, c'est important ça, hein, parce qu'il y a beaucoup de pères qui font les choses très bien aussi. Et donc je dis, c'est marrant parce qu'on vit dans une société où en fait... on nous explique qu'il n'y a que les femmes qui peuvent tout faire. Donc, en gros, les hommes n'ont pas leur place. Et je dis très ouvertement à cette table ronde, je dis, voilà, je pense qu'on est hommes et femmes capables de faire les mêmes choses. Oui, nous, les femmes, c'est vrai, on a certaines proportions à être beaucoup plus ambidextres sur certains domaines. Mais voilà, toutes les femmes ne sont pas merveilleuses non plus. Et il faut faire la part des choses. Et là, j'entends connasse. Ah. Et je me dis, attends, qu'est-ce qui vient de se passer ? Et donc, j'identifie la personne qui, cette jeune femme qui me dit connasse, okay. Voilà, une femme, tout à fait, ouais. Qui part. Et je dis, bah non, faut pas partir. Parce que j'ai dit, vous fustigez certains... Tu l'arrêtes. Ah, mais bien sûr. Je dis, c'est là où on va s'arrêter 2 secondes parce que vous venez d'illustrer exactement ce que je viens de dire. Vous fustigez la violence de certains hommes, mais vous êtes plus violente que certains. Et vous venez de me traiter de connasse parce que je suis en train d'expliquer que ce courant féministe qui est trop fort à un moment donné, qui va dans l'extrême total, ne me sied pas. Exactement. Et je me fais traiter de connasse. Non, ça peut pas le faire. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais raison. Bien sûr que les extrêmes ont toujours fait avancer les choses. C'est malheureux, mais c'est vrai. Mais on peut pas rentrer dans cet extrémisme-là. C'est pas possible. C'est pas possible. Et en me faisant traiter de connasse, je me suis dit, putain ma grande, t'as tout perdu parce que je vais rajouter 2-3 lignes dans mon seul en scène. Tu vois. Tu vas en parler sur le podcast de Pauline Legnaud. Je pense que je peux toucher plus de monde que toi. Et parce que je pense aussi qu'il y a certaines femmes qui se reconnaîtront. Bien sûr. C'est important de le dire. Tu vois, c'est marrant, il y a plein de mots bannis en ce moment, comme s'il fallait plus toucher. C'est pas grave. J'ai vu le spectacle de Florence Foresti. À la fin, tu l'as vu ou pas ? Non. À la fin de son spectacle, elle a 2 secondes 30 de mots que je trouve absolument top. Elle dit, voilà, petite parenthèse,
Le premier homme qui m'a porté sur ses épaules, c'était mon père. Le premier qui m'a emmené à un concert et qui m'a pris la main, c'était mon petit ami. Je voulais juste dire là que, en gros, que j'aimais bien les hommes aussi et qu'il y en avait des chouettes. Ça m'a fait tellement de bien parce que je le pense aussi, tu vois. Et qu'il faut aussi les remettre à la juste place. Tu te rends compte, Pauline, qu'aujourd'hui, je me fais plus de soucis pour mon fils que pour ma fille? Non, mais je suis sérieuse. Je me dis, mais il va faire quoi, lui, quand il va vouloir draguer une fille, non, en fait? Sûr. Non, mais à quel moment est-ce qu'il va être... tu vois, je vais aller chercher on n'est pas aux États-Unis. Non, que... mais à quel moment il va se prendre un hashtag sur les réseaux sociaux, lui? Et j'ai peur de ça. Et parfois, je discute aussi avec la jeune génération, avec des filles qui ont entre 15 et 20 ans. Parce que je le dis souvent, j'aime la jeune génération, et c'est vrai. Et je t'assure, elles s'affranchissent de beaucoup de choses. C'est déjà des guerrières. Elles sont convaincues, en fait, qu'elles peuvent tout faire toutes seules. Mais c'est pas vrai. Je le crois sincèrement. En plus, je crois qu'on est toutes un peu pareil. On a tout ce petit côté de c'est chouette le prince charmant. Enfin, tu vois, au fond, je peux pas croire que tu fasses un acte sexuel sans te dire une seule seconde qu'il pourrait y avoir juste un tout petit truc derrière. Non, parce qu'on est foncièrement faite comme ça et que c'est pas grave. Tu vois, je vais me faire insulter. mais c'est chouette d'être une femme. Faut pas essayer d'être un mec. Et pourtant, je te le dis, et je pense que j'ai porté ma petite paire de couilles pendant des années, tu vois, en me disant je suis indépendante, je vais faire tout toute seule. C'est pas vrai. C'est très dur d'être seule. Attention, c'est très dur d'être seule. Et d'être seule contre les autres en permanence. Oui, et élever des enfants seuls, c'est dur. Enfin, tu vois, attention, c'est très dur d'être seule. Bon, j'ai encore plein de questions pour toi. Il y en a une que je voulais te poser avant de passer à mon crible, c'est le regard des autres. Parce que s'il y a bien une personne qui a dû subir le regard des autres, et donc je ne sais pas si tu en as souffert, si ça t'a fait prendre des décisions, mais finalement ta carrière entière était en fait au vu et au su de tous, quoi, c'est clair. Et donc je voulais te parler de ce rapport et te demander s'il avait évolué dans le temps. Si maintenant que tu es qui tu es, tu portes un nouveau regard sur la personne que tu étais avant et comment elle vivait le jugement des autres. Alors, c'est drôle que tu me parles de ça parce que mon seul en scène à la base s'appelait Le regard des autres. Ah. Et en fait, c'était pas assez percutant et donc du coup, on a changé par tous les risques n'auront pas la saveur du succès. C'est un truc qui est très dur dès le départ, le regard des autres. C'est très dur dès le départ dans la cour d'une école déjà. Tu vois, on va essayer de faire comme les autres pour pas justement se démarquer. Parce que quand tu te démarques, hop, cette différence marque un arrêt justement dans le regard des autres. Et on te montre du doigt. Ça va très vite le regard des autres. Hein. Donc ça commence petit, puis après encore plus quand tu es ado, et puis après quand tu fais pas tout comme les autres. Mais même quand tu fais tout comme les autres, tu te dis, attends, en fait, on fait pas super bien. Et encore une fois, on se prend le regard des autres. Le regard des autres, c'est l'injonction de la société. Si tu vis avec le regard des autres, tu n'arriveras à rien. Parce que le regard des autres ne sera jamais la juste valeur de ce qui est bon pour toi dans ta vie. Mais alors ça, j'en suis absolument convaincue. Alors attention, Pauline, si tu entends 50 fois la même chose dans ton entourage rapport à ce que tu fais, c'est qu'il y a un problème. Oui, il y a peut-être quelque chose. Tu vois ? Mais je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment essayer de se dire le chemin que j'ai choisi n'est pas celui des autres, mais c'est celui qui m'épanouit. Ok, je fais fi du regard des autres. Dans ma carrière, mais les premières années ont été terribles. Parce qu'en fait, chaque petite chose que tu fais dans cette petite lucarne qui s'appelle la télévision, on le regarde, on l'analyse, tout est à la loupe, quoi. Et alors, depuis qu'il y a les réseaux sociaux, c'est pire encore. Ça m'a aidé à m'en affranchir. Parce que tu as deux options. Soit tu lis tout ce qu'on dit de toi, soit tu te dis, ok, allez, on essaye de faire en sorte que ça glisse, et de toute façon, je peux rien faire. Je peux pas l'empêcher. Et puis, c'est le jeu, ma bonne Lucette. Tu as choisi un métier public. Tu vois, tu fais du podcast. Peux pas t'en plaindre, c'est vrai. Tu fais du podcast. Tu sais très bien que dans les commentaires, tu vas te prendre 2-3 volets de bois vert. C'est le jeu. Donc, accepte la règle du jeu. Et si tu l'acceptes pas, dégage. Tu vois ? Donc, j'ai appris à l'accepter. J'ai compris qu'on ne pouvait pas plaire à tout le monde et que le regard des autres n'allait pas m'aider à avancer. Et tu as réussi à faire en sorte que tu n'en souffres pas, parce que c'est une chose de savoir que, tu vois, il doit pas compter, mais ensuite, fondamentalement, qu'il ne t'affecte pas, c'est quand même autre chose. Ouais, je me suis blindée. Vraiment, je crois que je me suis blindée à tel point qu'aujourd'hui, je peux absolument tout lire, tout voir,
sans aucun problème. Je t'assure que ça ne me touche plus du tout. Et ça m'aide à libérer ma parole. Tout ce qu'on se dit là, il y a quelque temps, j'aurais peut-être même pas pu te le dire en me disant oh, on va encore déclencher ça. Ça va être... Je m'en fous royalement. Mais alors, tu peux même pas t'imaginer. Je pense que c'est important justement que cette société aujourd'hui ne nous bride pas, qu'elle aide les gens à parler, à s'exprimer, à dire ce qu'ils pensent, quelles que soient les opinions de chacun. C'est important. Sinon, ça s'appelle pas une démocratie. Hein? Donc, on va tous partir en Corée. Mais je suis en France. J'ai la chance d'être dans un pays où l'on peut dire les choses. Ça aussi, c'est une chance. Donc, voilà. On me donne le micro, je le prends, je m'exprime. Mais ça m'a pris du temps aussi, Pauline. Ça m'a pris beaucoup de temps. Le regard des autres, il a été permanent, mais même dans mes choix personnels. Je t'assure, le divorce. Mais un truc tout bête, tiens, j'y pense. Le réhausseur des enfants dans ma voiture m'a pris la tête. Écoute-moi bien, à chaque fois que je voulais accrocher ce truc, parce qu'il fallait le renlever, parce qu'il y a des gens qui montent à l'arrière de ta bagnole, donc du coup, tu les enlèves, tu les remets, ça rentre pas vraiment dans le coffre, c'est chiant. Au bout d'un moment, je m'en suis affranchie. Oui, je le dis, j'ai attaché mes enfants, je te parle de ça, ils avaient 2-3 ans, avec la ceinture de sécurité, donc oui, c'est vrai, ils avaient la ceinture de sécurité sur la joue. Eh bien, je me suis libérée d'un poids. Et un jour, je me rappelle, je sors de la voiture, j'étais à Paris, et il y a une nana qui passe et qui dit « Vos enfants sont accrochés comme ceci à l'arrière ?» J'ai regardé, j'ai dit, alors ça, ce sont mes enfants, ça, c'est ma voiture, donc oui. Et je fais comme je veux. Voilà, puis t'as envie de rajouter un petit je t'emmerde, mais comme t'es poli, tu le dis pas. Mais c'est ça, c'est des trucs bêtes, je sais, mais c'est toutes ces petites choses-là. C'est permanent. Ah bon, mais ton enfant, tu sais, c'est comme ces histoires de tablettes. J'en parle dans le spectacle. T'as toujours des parents qui disent, non, mais moi, mes enfants, non, ils sont pas trop tablettes, non, ils préfèrent lire, vraiment. T'es sérieuse, là? Ils préfèrent lire? Bah, pas les miens, non. Donc, en fait, je fais avec la tablette. Et même parfois, ça m'arrange. Et c'est super parce que j'ai du temps. Je me demande même comment ma mère faisait. Parce que nous, on n'avait pas la tablette, tu vois. Et voilà, c'est ça, le regard des autres. C'est toutes ces petites choses du quotidien. C'est, tiens, j'ai envie de m'habiller comme dans les années 80. Oui, ok, on va peut-être me regarder bizarre parce que, tu vois, j'ai un t-shirt un peu spé et des chaussures un peu spéciales aussi. Mais on s'en fout. Si c'est ça que t'aimes, alors vas-y, tu vois. Mais c'est tous les jours, Pauline. Chaque seconde que le regard des autres est porté. Je te donne un exemple qui n'est pas un bon exemple parce que j'encourage pas les gens à fumer, mais j'adore fumer. C'est horrible, je sais, bon voilà, c'est pas bien. Et pendant ma grossesse, j'ai eu du mal à m'arrêter de fumer. C'était horrible, je pensais qu'à ça. En plus tu te dis, faut pas le faire, plus, tu vois. Donc évidemment, j'avais restreint ma consommation. Si je fumais une cigarette par jour, c'était le bout du monde. Mais je le faisais. Parce qu'il y a un moment donné, j'en pouvais plus, tu vois. Et alors, évidemment, tu as toujours quelqu'un pour dire « c'est vraiment pas bien ». Mais attends, dans les années 70, ma mère fumait dans la bagnole. Non, mais sérieusement. Elle buvait de l'alcool, probablement. Elle buvait aussi quelques verres, tu vois. Et personne, tu vois, n'a rien dit. Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, il y a tellement de barrières partout. C'est constant, quoi. C'était constant. C'est un truc de fou, quoi. Je peux t'en citer des millions d'exemples comme ça. Des millions. Tu mets tes enfants sur ton scooter ? Oui, parce qu'il y a des matins, ça m'arrange, c'est super. Enfin, je te rassure, ils ont un casque et des gants. Tu te rends compte ? J'ai 47 ans. Il y a un moment donné, en fait, j'ai toujours mes parents, mais stop ! Lâchez-nous la grappe. Voilà. Mais il faut te la lâcher aussi à toi d'abord. C'est ça. Tu vois ? Et ne pas subir ce fameux regard ou quand la moindre petite remarque... mais ce sont les injonctions, tu vois ? T'as pas de... De toute façon, moi, dès le départ, après le bac, j'avais pas envie de faire d'études. J'ai déjà galéré pour l'avoir. Déjà, on me regardait de travers. Tu vas pas faire d'études. Tu vas faire quoi ? Bah, je sais pas. J'avoue, je sais pas du tout. Donc, je suis partie géo au Club Med. Et dans l'interstice de chaque saison, je rentrais voir mes copains à Lyon. Et donc, je les voyais eux, évoluer à la fac, tu vois. Et ils commençaient à apprendre quelque part la vie, un métier. Mais moi, j'apprenais aussi la vie, mais différemment. Mais le nombre de remarques que j'ai eues. Mais tu vas pas t'en sortir comme ça, hein. Mais tu vas faire quoi ? Tu vois ? Et même parfois, je sentais que pour mes parents, c'était compliqué quand d'autres parents leur disaient « Qu'est-ce qu'elle fait, votre fille ?» Oh. Tu vois, mais eux assumaient, mais quelque part, c'est compliqué de dire « Elle est géo Club Med. Ouais. » elle donne des cours de voile sur la plage. Ah oui, il fait Sciences Po. Ah oui, effectivement, oui. Je donne des masterclass à Sciences Po aujourd'hui. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est que
c'est vraiment ton chemin et c'est pas grave. Mais tu te rends compte que dès la 3e, on demande aux enfants ce vers quoi ils vont se diriger. Mais on est tombé sur la tête ou quoi? Il y a combien de gamins qui sont capables de te dire c'est sûr, c'est ça que je veux faire. Et puis il y a un autre truc qui me gave dans la société. Aujourd'hui, les filières professionnelles chez nous sont presque bannies. Tu vois, genre un gamin, il veut faire mécano, on va lui dire non, t'as pas vraiment d'ambition. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? Ça se trouve, il sera mécano des stands de Ferrari en F1 et ça va être un cador. En Suisse, on honore ces filières-là. On les vénère pas, mais en gros, on les porte au nu. Parce que c'est génial d'avoir des artisans. C'est génial d'avoir des gens qui ont envie de travailler aussi avec leurs mains. Et on en a besoin, nous. Tu fais quoi quand tu as un problème de plomberie, quand tu as un problème d'électricité? Tu appelles un plombier, un électricien. Mais quand il fait une filière pro, en fait, tu le regardes de travers. Ça m'agace. Je jure, mais il y a des trucs qui me rendent folle. Et donc, je me dis... Mais non, il faut pousser ces filières-là, c'est important. C'est des forces vives dans nos pays, tu vois. C'est des créateurs. C'est des vrais créateurs, mais évidemment. Et puis, tu as des magiciens là-dedans. Moi, ma sœur habite dans le Jura. Et le Jura, il travaille beaucoup le bois. Que je rencontre des artisans avec lesquels elle travaille parfois. Mais c'est fantastique. On a des jeunes qui sont doués, qui sont beaux, bons, et qui travaillent le bois et qui sculptent cette matière tous les jours. Tu vois, ces filières-là, pourtant, quand on te dit, il y a un gamin, il fait un bac pro, t'as l'impression qu'on a honte, mais t'as honte de quoi? C'est génial si ton gamin, il fait un bac pro, s'il a trouvé déjà sa voie et qu'il a envie de faire ça. Non, je t'assure, c'est cette société-là qui porte nu que les gens qui font des grandes écoles. Ça va 2 secondes, quoi, tu vois. Moi, le résultat aujourd'hui, c'est que la plupart de mes potes, ils se font bien chier dans leur vie, qu'ils gagnent pas forcément leur vie. Non, mais sérieusement. Et ils deviennent presque aigris. Et que, en fait, je vois la mienne et je me dis, bon, bah, ok, le Club Med, c'était peut-être pas toi, mais c'est pas mal non plus. Géo comme tremplin, tremplin de réussite pro. Non, mais tu vois, j'encourage pas les gens à le faire. Je dis juste. En vrai, je suis sûre que c'est une super école de la vie, hein, en plus. Ah, bah, ça, je te le confirme. Ouais, t'apprends 2-3 trucs, à mon avis. Alessandra, j'aimerais terminer par mon crible. Les petites questions que je pose à chaque fois à la fin du podcast. La première de ces questions, on en a parlé en filigrane pendant tout le podcast, mais est-ce que dans ta vie, tu as vécu un grand échec qui est, je dirais pas ton plus bel échec parce que c'est toujours dur, mais l'échec dont tu pourrais nous parler parce qu'il t'a vraiment appris quelque chose? On y revient, mais mon deuxième divorce, oui, parce que j'ai divorcé 2 fois. Mais le premier, j'avais pas d'enfant. Mon deuxième divorce, parce que face à tes enfants, tu es démuni. Et là, je t'assure que tu ressens l'échec. Tu es démuni. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils te posent plein de questions et c'est difficile d'y répondre tant les mots sont compliqués. C'est difficile de justifier que 2 adultes ne s'aiment plus. C'est difficile. Puis ils te voient comme un tout en général. Exactement, c'est une unité totale. Et en plus, il faut essayer de leur faire comprendre que c'est pas de leur faute, parce que la première réaction d'un enfant, c'est quand même de se dire qu'est-ce qu'on a fait de mal quelque part, tu vois. Donc ça a été vraiment une période de ma vie difficile. J'ai eu beaucoup de chance parce que le père de mes enfants est quelqu'un d'intelligent et qu'on l'a fait à 2. Et donc du coup, on a enchaîné les confinements à 4. Mais c'est un échec parce qu'au fond de moi, au fond de moi, j'aurais adoré avoir cette unité-là pour mes enfants. Sincèrement, même encore aujourd'hui, j'y pense de temps en temps. J'ai plus la culpabilité parce que ça, c'est un sentiment qui n'existe pas. Hein. La joie, la peine existent, la culpabilité n'existe pas. On l'a inventé. Hein. Donc ça aussi, il faut vite s'en débarrasser parce que la culpabilité n'existe pas. Voilà. Donc, voilà. Tu discutes avec Madame Culpabilité et tu la laisses un petit peu de côté. Mais c'est tous les jours dans ma vie, quand je réveille mes enfants le matin, il n'y a pas un quart de seconde où je ne me dis pas que c'est un échec parce que ça a quand même changé, transformé quelque chose chez eux, quoi qu'on en pense, une émotion, une tristesse, je le sais. Et ça, c'est de ma faute. C'est comme ça, mais c'est de ma faute. Mais je te remercie de le partager. Non, c'est vrai. S'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que tu referais différemment? Rien. Alors là, c'est pas du tout pour fuir ta question, c'est rien. Pour revenir à notre conversation du début, parce que ces sommes d'erreurs, ce sont ce que je suis aujourd'hui. Donc, rien, Pauline. Bonne réponse. Qu'est-ce que tu trouves beau? Alors, ça peut être au sens littéral, tu vois, vraiment un objet.
Quelque chose de métaphorique? Non, parce que je suis vraiment pas matérialiste. À part mes albums photos chez moi, je sauverais rien d'autre. La faculté qu'a l'être humain à pouvoir se réinventer. On a beaucoup de chance, Pauline. On est tellement bien fait. Tellement bien fait. C'est extraordinaire, en fait, cette machine-là. Quand on a conscience, parce qu'on parlait de la tête, mais tu pourrais faire tout un podcast sur le corps, sur le sport, sur la nutrition, sur notre machine, qui est une machine qui est extraordinaire. Tout est beau chez nous, chez l'être humain. Tout est beau. Mais il faut l'entretenir, cette machine-là. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'irrite, qui te met en colère? Bah, t'as vu, il y a quand même pas mal de trucs. Hein. Oui, c'est pas faux. L'hypocrisie est un truc qui peut me rendre dingue. Si tu me regardes droit dans les yeux et que tu me dis pas ce que tu penses, alors viens pas me regarder droit dans les yeux parce que mais je peux te taper, je pense. Nana, ça a l'air hyper violente en fait. Non, mais je veux dire, ça sert à rien de dire à une nana qu'elle a un pantalon sympa si tu trouves qu'il l'est pas. Ça sert à rien de te sentir obligée de dire à une jeune fille qu'elle est jolie si en fait elle l'est pas, elle a peut-être juste du charme. Ça sert à rien de dire à tes enfants qu'ils sont bons dans un sport s'ils le sont pas. Non mais, je te donne des exemples un peu drôles, mais l'hypocrisie c'est quelque chose que je vomis. Mais vraiment. Et moi alors je peux t'assurer que j'ai un 6e sens pour ça. Si je sens quelqu'un qui n'est pas franc face à moi, alors là, tu le respectes pas. Non, si, parce que je suis polie et bien élevée, mais je lui donnerais même pas a sheet of peace, comme disent les Américains. Alors, cette question, je l'aime bien aussi. Est-ce qu'il y a une maxime ou une citation qui te parle, que t'aimes, une phrase, peut-être que tu te répètes? Oui, alors il y a 2 choses. D'abord, je dis très souvent 2 phrases. C'est le mouvement crée la chance. Le mouvement crée la chance. Le fait de sauter la falaise. Le mouvement crée la chance. Tu veux qu'il t'arrive quelque chose dans ta vie, bouge. Il n'y a que le mouvement qui crée la chance. Si tu bouges pas, il n'y a rien qui arrivera. Et la deuxième chose, Pauline, c'est j'ai pas de problème avant qu'ils arrivent. Je n'ai pas de problème avant qu'ils arrivent, d'accord. C'est pas faux, pareil. Pauline, je vais pas commencer à faire travailler ma tête sur un truc qui potentiellement pourrait arriver. Ce qu'on fait tous pourtant. Mais oui, bah non, bah là j'ai appris moi. Alors qu'en fait, il n'est pas encore là. Donc fous-moi la paix là-dedans. Charge mentale. Je n'ai pas de problème avant qu'ils arrivent. Tu sais, ça me rappelle un peu la phrase, c'est Mark Twain, je crois, qui disait un truc du style I've had a lot of problems in my life, most of which never existed, un truc dans le genre. Enfin, c'est pas exactement cette phrase. C'est vrai. Bah, tu vois, parce que c'est pas concret. C'est nous qui nous inventons quand même beaucoup de problèmes. Tu vois. Donc, j'ai pas de problème avant qu'ils arrivent. Et ça, je l'ai sorti un jour en interview et je me suis étonnée moi-même. je te jure, je me suis dit, mais c'est bien sûr que c'est ça. Ouais. Et je me le répète assez souvent, en fait, tu vois. Ok, voilà. Je n'ai pas de problème avant qu'ils arrivent. Oui, parce que ça aide pour avoir moins de charge mentale. Encore quelques questions. Alors celle-ci, je pense qu'elle va bien te plaire. Moi, je l'aime bien. C'est ma question non politiquement correcte. Est-ce que tu as une croyance qui est controversée? T'en as eu un peu 2-3 hein, déjà pendant le podcast. Ouais. Mais globalement, tu constates que le monde autour de toi, les médias, etc., disent plein de trucs et tu es fondamentalement pas d'accord. Alors, je suis catholique. J'ai la foi. Je crois en Dieu. C'est assez dingue de se dire que c'est plutôt controversé par ailleurs actuellement. Tu te rends compte? Après 2000 ans d'histoire chrétienne. Je suis super heureuse d'être chrétienne. Okay. Et dans notre pays, certaines religions sont... comment t'expliquer? Certaines personnes autour de moi et des amis que j'adore adorent leur religion, musulmane ou juive. Et j'entends très peu de gens dire je suis catholique. Et pourquoi je t'en parle? Parce que j'ai été baptisée, donc ça a du sens. J'ai fait ma première communion, j'ai fait ma profession de foi, j'ai fait du scoutisme. Et j'ai adoré tout ça. Et j'en parle parce que je crois que la religion, à un moment donné, quelle qu'elle soit, peut être un refuge, une voie, un phare qui peut aider dans la vie.
T'es baptisée ? Je suis catholique. Je suis catholique. D'accord. Moi, je suis contente de faire la Bible pour les nuls à mes enfants. Parce que je crois qu'il y a des valeurs dans la vie qui sont importantes. C'en est une, on me l'a donnée. Je ne suis pas obligée d'y adhérer, parce qu'on grandit. Mais fondamentalement, j'adore me retrouver dans une église. J'adore ce moment où je peux me recueillir. Alors, on n'est pas forcément obligé de rentrer dans une église, mais moi, ce recueillement me parle. C'est ce qu'on appelle la méditation aujourd'hui aussi. On parle beaucoup de Bouddha et du bouddhisme, mais on a une religion, tout à chacun. On peut être athée, moi je juge absolument pas. Mais je parle beaucoup de religion avec mes amis, et encore une fois, j'ai des amis musulmans et des amis juifs, et ils me disent « T'es une rare catho qui parle catho ». Et j'ai entendu un jour Vianney dans une interview à 7 à 8 parler du catholicisme et dire à quel point il était aussi croyant. Et tout le monde s'en est étonné. Et j'ai trouvé ça dingue. Ben non, c'est pas étonnant, non. Et c'est important parce que ça fait partie de valeurs qu'on peut avoir dans nos vies. Encore une fois, je ne juge pas ceux qui n'en ont pas ou ceux qui sont athées. J'ai des potes athées aussi. Mais moi, je trouve que toutes ces histoires de religion sont très décriées, alors que, quelles qu'elles soient, elles peuvent être un vrai refuge dans la vie de quelqu'un. Oui, et que la spiritualité est nécessaire, quelle que soit la religion choisie. Mais exactement, et que ça va avec travailler sur soi, se recueillir, se trouver. Ça peut aider, quelle que soit sa religion, vraiment, sincèrement. Donc, encore une fois, c'est drôle, on n'en parle jamais. Ben, merci de l'avoir fait. Ben non, je suis très contente. 2 questions encore. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as déjà changé d'avis ? Ah bah ouais. Bon, le plus simple, c'est la cigarette, j'arrête pas. Voilà, donc là, j'ai changé d'avis 10 milliards de fois, puis au fond, j'arrête pas. Bon, bref. L'éducation des enfants. Jusqu'à ce que tu en aies, jusqu'à ce que tu en aies, tu critiques l'éducation, au fond, que tes parents ont eu avec toi. Tu es toujours en train de leur reprocher d'avoir fait ci ou d'avoir fait ça, même si c'est drôle. Quand t'en as, tu changes radicalement d'avis. Tu te dis à quel point c'est dur, à quel point ça a été compliqué, et ça te fait changer aussi ton mécanisme de pensée quelque part, quoi. Puis ton regard sur tes parents. Et ton regard sur tes parents. Donc, ouais, ça pourrait être pour moi, en fait... Oui, de toute façon, tes enfants te font changer radicalement d'avis sur beaucoup de choses au fur et à mesure où ils grandissent, je crois, en fait, tu vois. Il y a des vérités que tu t'es assénées et tes enfants te font voir que globalement, ça marche pas, quoi, tu vois. C'est comme pendant des années, on t'a expliqué qu'une fessée, ça pouvait changer les choses dans la vie d'un enfant. Moi, je serais incapable de porter la main sur mes enfants. Il m'est arrivé de tirer les cheveux de mon fils un peu, mais voilà. Mais il faut trouver d'autres voies, en fait, tu vois. Voilà. Ouais, les enfants sont générateurs de beaucoup de changements d'avis dans nos vies. Dernière question pour toi. Alors, elle me tient à cœur celle-là parce que je suis, moi, d'origine littéraire. Et du coup, est-ce qu'il y a un livre ou des livres qui t'ont particulièrement marqué, au-delà de ceux que tu as écrits, parce que c'est sûr que ça change une personne d'écrire un livre, mais voilà, en fait, peut-être, tu vois, qui t'ont fait prendre conscience de quelque chose et dont tu pourrais nous parler. J'ai pas lu pendant des années, Pauline. C'est peut-être un film aussi. Oui, non, mais alors après, parce que moi, j'ai été vraiment la feignasse de la culture pendant des années. C'est-à-dire que j'ai toujours préféré regarder Bridget Jones, Pretty Woman. Non, mais sérieux, Top Gun à Truffaut et Hitchcock. C'est très bien. Mais non, mais en plus, comment te dire que j'en pâlis même plus. Mais pour autant, ça m'a pas empêché de connaître les œuvres de Truffaut et Hitchcock et d'apprécier leur répartie en interview des années plus tard. Mais je crois pas qu'un livre ait changé quelque chose foncièrement chez moi. En revanche, il y a des biographies qui m'ont vraiment intéressée. Et c'est des biographies qui me parlaient parce qu'en fait, encore une fois, tu sais, c'est comme quand on va au cinéma et qu'il y a marqué tiré d'une histoire vraie. Tout de suite, dans ta tête, tu fais waouh, tu vois, il y a un truc à changer. Mais j'ai lu toutes sortes de biographies. Ça peut être des pilotes femmes, en passant par Truman Capote, Simone Veil, le parcours de certains hommes politiques. C'est plus des biographies
que des romans ou des livres en particulier. Maintenant, je lis beaucoup plus qu'avant. Cet été, je me suis fait la trilogie d'Éric Emmanuel Schmitt. T'as lu Le Paradis perdu ? Ouais. Moi, je suis assez fan. D'ailleurs, Eric, si tu nous écoutes, ça fait un moment que j'essaye de t'avoir sur le podcast. Ah, mais ça m'étonne pas. Il m'avait dit oui, Alessandra. C'est vrai. Et puis, il y a eu le Covid, donc nous avons reporté, parce que je voulais le voir en vrai. Il faut que tu l'aies. Bah oui. Je sais, Eric, il faut que je vous ai sur le podcast. Mais voilà, non, mais tu vois, et il y a ça, je me refais Petit déjeuner à Tiffany, tu vois, parce que je te dis encore une fois, je suis un peu fascinée par la vie de Truman Capote, et ses livres sont dingues. Mais non, je pourrais pas m'inventer une vie. J'ai pas eu de livre de chevet pendant des années. Je te dis, j'étais pas forcément portée sur la lecture, et c'est venu vraiment plus tard. Écoute, tu nous as déjà donné beaucoup. Je te remercie 1000 fois pour vraiment cette conversation sans filtre. Et messieurs, dames qui nous écoutez, sachez qu'en début d'interview, je demande toujours à mon invité s'il y a quelque chose qui... Enfin, voilà, s'il est gêné, on pourra couper des petits bouts. Et Alessandra m'a dit direct, mais t'inquiète, ne coupe rien. Il n'y aura rien à couper, je veux être sans filtre. Donc, merci pour ta transparence, ta sincérité. Et merci d'avoir pris le temps aussi de nous partager en fait tout ce que tu as vécu, tout ton cheminement. Je suis sûre que ta volonté de transmission en fait, est en train de faire naître plein de réflexions chez d'autres personnes qui nous écoutent. Donc merci à toi, Alexandra. Merci à toi pour ton podcast.